Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je suis ravi d'être là moi aussi pour ouvrir cette soirée et pour animer cette discussion sur le festival Niégué Niégué et sur tout l'univers, disons, autour du Niégué Niégué. Alors déjà un grand merci à Catherine et Damien pour avoir organisé ça, à toute l'équipe de la Médiathèque musicale de Paris. Alors pourquoi consacrer une soirée à ce festival qui se déroule en Ouganda? Déjà parce que seulement en quelques années, le festival a réussi à devenir l'un des festivals les plus avant-gardistes en termes de musique électronique, parce que en plus d'un festival, ces deux labels qu'on adore ici, Hakuna Kulala et Niégué Niégué Tapes, c'est vraiment dans les labels les plus excitants de ces dernières années. Et c'est aussi un lieu de création avec énormément d'artistes passionnants qui y passent. Donc l'objectif de la discussion, ça sera de présenter un peu tout cet univers, ce festival, les labels, le studio, la résidence, l'agence de booking, en bref, toute la créativité et les créations qui en découlent. Alors moi, je précise que malheureusement, de mon côté, je ne suis pas encore allé en Ouganda au Niégué Niégué. Mais oui. Mais j'ai pu interviewer pas mal de musiciens issus de ce collectif, Katudosis, Hiphotep, Nihiloxica, Po, je t'ai déjà interviewé, Resapiens, Donzilla, Faisal Mostrix, enfin beaucoup en fait. J'ai fait pas mal de papiers, pas mal d'émissions sur le sujet. Mais heureusement pour m'accompagner pour cette discussion, j'ai réuni autour de moi des gens qui y sont vraiment allés, qui connaissent bien le Niégué Niégué, qui font partie de l'organisation, qui mènent un travail sur le festival ou qui ont pu participer au festival en tant qu'invités. Donc je vais présenter les super invités de mon panel. Alors je vais commencer avec Diou qui est juste à côté de moi. Déjà, est-ce que ça va bien? Ça va très bien. Ok, n'hésite pas à parler dans le micro. Effectivement, ça peut aider. Alors pour te présenter, en fait tu es membre du collectif Dawa, qui est un collectif parisien qui existe depuis 2017, tu m'arrêtes si je me trompe, et qui est formé de 3 membres, donc toi, Atta qui est aussi présente ce soir, et n'hésite pas à intervenir si jamais tu veux ajouter des choses, et Neck London. Donc c'est un collectif qui est très réputé et qui fait bouger la capitale au même titre que d'autres collectifs comme La Créole. Voilà, vous jouez pas mal de musique africaine électronique, vous mettez pas mal en valeur ces musiques, et tu es là parce que tu as participé 2 fois au Niégué Niégué Festival. La première fois en 2019 en présentiel, comme on dit maintenant, et la seconde en 2020 pour une version online. Et je compte sur toi pour que tu nous racontes ton expérience de DJ, invité là-bas, mais aussi de festivalier. Je veux de l'anecdote. Écoute, je vais tenter d'être le plus précis possible sur ces anecdotes. Ok, parfait. Juste à côté, on a Sophie Garcia, la photographe Sophie Garcia. Est-ce que tu vas bien? Ça marche? Ouais, ça va. Ouais. Alors, pour te présenter, tu es installé depuis 2013 à peu près au Burkina Faso. Voilà, je suis basée à Ouaga. Ouais. Tu as couvert les événements politiques qui se sont déroulés dans ce pays depuis presque 10 ans. Ouais. Et tu as été témoin de pas mal de choses, des mouvements de la jeunesse, des mouvements contestataires, du coup d'État de 2005. Et tu mènes aussi 2015, pardon. Tu mènes un travail autour de la figure de Thomas Sankara et du rayonnement, disons, de cette figure à travers les générations. C'est un projet qui s'appelle Sankara Debout. Tu mènes pas mal de projets différents, mais celui qui nous intéresse tout particulièrement ce soir, c'est celui que tu mènes sur le Niégué Niégué. Et tu as pu diffuser tes photos sur le site du Monde et elles sont exposées depuis quelques semaines et jusqu'en août dans la Médiathèque musicale de Paris. Donc forcément, je te poserai quelques questions sur ton rapport à ce festival et sur ton travail, sur le travail photographique que tu mènes là-bas. Ensuite, on a Po. Tout va bien? Oui, ça va, et toi? Tout va bien. Ah, est-ce que ton micro marche? S'allume. Voilà, moi ça va très bien, et Parfait. Tout va bien. Ravi de t'avoir ici ce soir. Donc pour te présenter... Je reviens. Bon, je te présente en attendant. Donc tu es une artiste franco-ghanéenne. Tu es basée entre la France et l'Ouganda. Je ne sais pas si c'est toujours le cas d'être basée entre les deux. Ouais. Vas-y, je te présente, tu réagis après le temps qu'on fasse la technique. Tu es une des membres résidentes du Niégué Niégué. Tu formes le groupe Poco Poco avec le musicien congolais Resapiens. C'est ça.
tu es chanteuse, mais tu es aussi DJ. Et tes mix, ils se nourrissent justement des musiques qu'on peut entendre autour du Gnégué, dans le festival. Et je me souviens par exemple t'avoir vu jouer au Hasard Ludique pour un mix qui était vraiment incroyable, très énergique. Donc j'ai hâte de voir le set que tu vas donner ce soir, voilà, juste après la discussion. Trop de pression là. Non, c'était pas du tout de la pression. Non, c'était pas du tout de la pression. Et enfin, nous avons Lola Lapiower, qui est la responsable de la partie booking du Gnégué Gnégué. Alors, pour commencer, voilà, juste quelques infos pour vous dire que, pour ceux qui ne connaîtraient pas, que le festival Gnégué Gnégué a été créé en 2015. Il y a eu déjà 5 éditions physiques qui ont eu lieu et une virtuelle dont je parlais en 2020. Et en termes un peu de chiffres, en 2018, le festival il a attiré autour de 10 000 personnes sur 4 jours. Et le QG du Gnégué Gnégué, c'est dans la capitale ougandaise de Kampala. Mais le festival, il a lieu à Jinja, qui est une autre ville située au bord du lac Victoria, près de la source du Nil, dans une sorte de peut-être de village vacances avec pas mal de, enfin village vacances c'est un peu bizarre comme mot, mais d'un lieu normalement qui est censé recevoir du tourisme et là qui est vraiment investi où la nature est très présente. Et pour les dernières années, il y avait plus de 200 artistes programmés à chaque fois, venus du monde entier et qui se répartissaient sur 5 scènes différentes. Alors, il faut savoir que le festival il a été créé par Arlène Dilsizian et Derek Desbrou. Et justement, j'ai pu interviewer Derek ce matin en direct de Kampala. C'est une interview qui dure juste 10 minutes où il va parler vraiment de l'histoire du Gnégué Gnégué, comment tout a commencé et un peu nous parler de tout cet univers. Et aussi, il va nous faire visiter la villa en exclusivité. On va voir un peu le studio et tout. C'est pas une vidéo qui est éditée, hein, c'est-à-dire que c'était un zoom ce matin, voilà, qui est clean, mais j'ai pas pu faire un montage. Mais voilà, vous allez être un peu transporté à Kampala pendant 10 minutes. Ok, salut Derek, tout va bien? Salut Renaud, ça va bien, ça va bien. Bon, je vais te poser quelques questions un peu pour présenter le Gnégué Gnégué au public qui est présent ce soir à la médiathèque. Est-ce que tu peux me dire un peu, parce que c'est beaucoup de choses le Gnégué Gnégué, c'est quoi un peu les différents éléments qui composent l'univers du Gnégué Gnégué? Oui, donc le Gnégué Gnégué a commencé avec plutôt des soirées et de là il y a une petite communauté qui s'est créée autour de soirées et d'espaces un petit peu alternatifs. Et par après, il y a une maison qui a été louée, qui fait office de studio. C'est là où on est maintenant. C'est pas la maison qu'on avait au départ, mais c'est une maison qui est ouverte aux artistes, qui met à disposition des outils de production, mais aussi des opportunités de collaboration, de résidence, etc. Et à partir de la musique qui est faite ici, il y a différents moyens pour nous de la promouvoir, et à la fois à travers le label. Donc, il y a 2 labels, Gnégué Gnégué Tapes et Hakuna Kulala, mais aussi à travers le festival, qui sert un petit peu de showcase annuel de tous les artistes qu'on essaie de promouvoir et des artistes émergents de la région. Et puis, depuis, on a aussi une section booking qui est organisée par Lola, qui est avec vous là, je pense. Ouais, tout à fait. Il y a aussi une partie qui est plus droit d'auteur, publishing, etc., qui est du coup un peu outsourcée. Et voilà, ça c'est un petit peu nous, en gros. Ok, et ça a commencé en quelle année tout ça? Je pense vers 2014, concrètement. C'était à l'époque où Arlène et moi, on faisait tourner une école de cinéma ici, la Kampala Film School. Et c'est aussi un petit peu l'époque où on a commencé à inviter les musiciens à des soirées, à organiser des soirées cinéma, à louer la maison, etc. Et donc à partir de là, petit à petit, les choses ont grandi. Et voilà, on a laissé un petit peu le côté film un peu de côté pour se concentrer plutôt sur la musique. Là, on est d'accord que tu es à Kampala, c'est ça? Oui, c'est Ok. bien ça, à Kampala. Est-ce que tu peux nous dire un peu l'environnement du quartier où vous êtes? Est-ce que vous êtes dans le centre? C'est quoi un peu la localisation de la maison Gnégué? Alors on est un petit peu
un petit peu excentré par rapport au centre de la ville, mais on est pas loin du lac, dans un quartier assez connu pour son panafricanisme, c'est-à-dire que c'est vraiment des Burundais, des Rwandais, des Sud-Soudanais, Congolais, Kenyans, mais aussi des Nigérians, et donc il y a des Éthiopiens, Érythréens, donc il y a déjà un côté très panafricain, très mélangé, et c'est ça qu'on aime bien, et beaucoup d'artistes aussi habitent dans ce coin-ci, donc c'est facile pour nous. Et justement, ça rassemble qui en fait, le Nigue-Nigue? Parce que je sais que c'est un peu une sorte de havre de paix, un safe space, et aussi un havre de créativité pour beaucoup de monde. C'est qui, justement, tu parlais des pays frontaliers. Est-ce que c'est un peu un havre de paix justement pour pas mal de gens avec des situations particulières ou différentes? Oui, disons que c'est un havre de paix, mais aussi un havre de création. Donc forcément, on peut pas accueillir forcément tout le monde, mais c'est vrai que pour beaucoup de musiciens dans la région qui ne trouvent pas vraiment de lieu où s'exprimer, ou qui ne trouvent pas vraiment une audience qui résonne avec ce qu'ils font, c'est vraiment un endroit particulier et qui est reconnu pour ça. Et c'est à la fois un endroit de résidence pour les artistes de la région, mais on invite aussi beaucoup de gens d'ailleurs. Pour l'instant, on a 4 artistes brésiliens en résidence. On a une artiste suisse, une artiste nigériane, des artistes congolais, ougandais et kenyans. Donc voilà, c'est constamment mélangé. Et l'ambiance, on va dire l'atmosphère de la villa, comme on l'appelle ici, dépend vraiment de qui est là à ce moment-là. Donc ça va un peu guider les influences qui circulent dans la maison et le genre de musique qui va être produite à tel ou tel moment. Ok. Et là, notre soirée, elle participe à la saison Africa 2020. Quel rôle vous voulez jouer un peu dans la promotion justement des musiques africaines, et quelle musique africaine vous essayez de mettre en valeur, en lumière? Disons que je pense en règle générale, on essaie de promouvoir la diversité et donc pas une vision monolithique du continent, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Donc on essaie vraiment de surprendre les gens. En général, c'est ça un petit peu la ligne de conduite, à la fois de surprendre les gens par rapport à leur attente de ce qu'ils pensent ou connaissent de ce qui se passe sur le continent. Et voilà, c'est un petit peu ça la direction. Et on essaie aussi de trouver des voix qui sont sous-représentées, des termes d'expression qui sont peut-être un peu moins connus et qui sont aussi très individuels à chacun. C'est vraiment un petit peu la mission de cet espace, c'est que chacun arrive à trouver sa voix, quelle qu'elle soit. Et ensuite, c'est un petit peu à nous de voir s'il y a moyen de promouvoir ces talents en dehors de l'Ouganda, en dehors de l'Afrique de l'Est. Et voilà. Et quelles valeurs peut-être humaines vous défendez? Parce que l'Ouganda, c'est un contexte particulier, avec un régime particulier qui est assez homophobe. Et vous défendez des valeurs justement plutôt de tout le contraire, quoi, de tolérance. C'est quoi un peu les valeurs justement, et comment vous vous placez avec ce gouvernement, avec ce régime politique? Est-ce que vous rencontrez des difficultés particulières? Disons que c'est vrai que la société ougandaise est encore un petit peu conservatrice pour certains pans de la société, mais ça, je pense que ça concerne toutes les sociétés. Donc, pour nous, c'est vrai qu'il y a un positionnement local qui est vraiment un positionnement aussi de respect par rapport à la culture et par rapport à là où on est. Et pas vraiment, on essaye de ne pas être trop antagoniste vis-à-vis du pouvoir en place, mais en même temps de ne pas se laisser prendre par un petit peu le jeu des médias internationaux qui aiment beaucoup pointer du doigt l'Afrique dès qu'il y a un petit problème. Et c'est vrai que il y a des cas d'homophobie ici en Ouganda, mais qui sont pas moins que la France ou les États-Unis. Et donc on essaye quand même de faire attention dans la manière dont on se positionne, de pas, on va dire, nourrir
un petit peu ces manières de voir l'Afrique et de toujours la poser en continent, un peu en retraite ou un peu dans le passé. Enfin, il y a toutes sortes de lignes narratives qui sont menées par les médias occidentaux dans laquelle on se retrouve pas et au contraire qu'on essaie de combattre. Et donc, c'est vrai qu'on essaye de ne pas trop se positionner comme le havre de paix ou la structure qui se place contre l'homophobie, parce que finalement, l'Ouganda est un pays très plaisant, avec des gens qui sont très ouverts, et tous les échos qu'on a des artistes qui viennent ici en résidence ou du public qui vient, il est toujours le même. Donc, il faut faire attention de pas trop renforcer des stéréotypes. Ouais, tu fais bien de le signaler. Et le Nyege Nyege, donc c'est avant tout un lieu, c'est un lieu de résidence, c'est un studio. Est-ce que tu nous ferais pas faire un petit tour des lieux, un petit tour du propriétaire? Oui. Je peux vous faire une petite visite. Un instant. Allez. Je vais tourner la vidéo. Attention, ceux qui veulent pas être dans la vidéo doivent. Ah, parce que tu es accompagné? Quoi? Ah, il y a un petit peu de monde là, mais attends, tout le monde veut pas être la vidéo. Je regarde juste comment on va retourner. Attends, Gavin. Parfait. Voilà, alors là, on est à l'extérieur. Ouais. On peut voir la maison, là, la petite terrasse où on est. Ah. Et on va maintenant descendre. Donc il y a il y a 12 entre, on va dire, 10 et 20 artistes. Ok. Ça, c'est un petit peu des artistes locaux qui ont décoré un petit peu la villa. Voilà, vous connaîtrez peut-être un petit peu le design de Hakuna Kulala. Tout à fait. Alors, ensuite, je vais juste vous montrer le studio. Ah, mais voilà Arlène, justement. Arlène, c'est en direct de la France. Ah, oui, bonjour. Avec la Bonjour. Bonjour. Comment ça se passe? Oui, ça se passe bien. Oui, tu peux nous montrer le studio, là? Oui, le studio? Oui. Ah, si. Alors, on a des posters de la bonne époque. Ouais. Et là, on a notre studio principal. On va voir qui est là. Ah, il n'y a personne pour l'instant. Mais je pense que c'est Titi qui est en train de travailler. Donc voilà, ça c'est le studio où la plupart de notre musique est produite. Ouais. Ensuite, on a également une salle qui est plus pour des workshops sur les CDJs, plus du travail vidéo. Si c'est ouvert, ça c'est fermé pour l'instant. Et puis des bureaux. Et donc on a une salle de bureau, une salle de vidéo, un studio. Et puis chaque artiste a un petit peu des studios dans ses chambres. Bon là malheureusement c'est encore un petit peu tôt. Voilà, on a nos artistes brésiliens qui sont là. Hey guys, how are you? Say hello to France. We're on an interview session. Hey. Ça, c'est Gila et Bad Sister qui sont là en résidence avec nous. Ok. On va voir ici. Bon, tout est fermé, donc on va pas vous ennuyer de trop. Il est quelle heure là pendant qu'on se parle? Oh. Et on vient d'accueillir trois nouveaux shows. Donc voilà, ici encore une petite terrasse et en bas on a notre space. Vous voyez un peu le stock de toutes les choses du festival qu'on réutilise pour des sets de vidéos, etc. Ok. Bah, c'est voilà, génial. C'est génial. Bah écoute, merci beaucoup pour ce tour du propriétaire. Je vais te laisser continuer ta journée. Et, avec plaisir, Renaud, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Non, avec plaisir. Et on t'attend hein, ici. Ah bah j'ai hâte. Là maintenant que j'ai vu comment c'est vraiment, là je m'y vois déjà. Ça va, super. Et passez une bonne journée en tout cas. Merci beaucoup. À la prochaine. Ça va. Salut. Ciao Renaud.
Comme ça, vous avez une petite, eu un petit aperçu donc de la Villa Niégué. Vous avez eu un aperçu du festival. Là, vous avez un bon aperçu. Sophie, je vais commencer par toi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment tu as atterri pour la première fois au festival Niégué Niégué. Qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé là-bas ? Alors, moi, la première fois qu'on en a parlé, c'était début 2018 avec des copains ivoiriens. Par la suite, c'est la fondatrice de la revue Feels Mag et Off to Mag, Sarah Nkoli, qui en avait parlé plus en détail, qui proposait qu'on y aille ensemble. Malheureusement, 2018, j'ai pas pu. 2019, on devait y aller ensemble. Malheureusement, c'est elle qui n'a pas pu. Moi, j'y suis partie quand même en freelance, en me disant que j'allais faire cette prod et que je la réservais en priorité pour sa revue. Et par la suite, quand je suis revenue mi-septembre, j'étais très contente d'avoir couvert le festival, mais j'avais un goût de pas fini, parce que j'avais envie de faire un travail un peu plus de fond en montrant la vie à la villa, parce qu'il y a un vrai truc qui se passe à la villa aussi, quoi. C'est un peu, le festival, c'est un peu l'aboutissement, je pense. Enfin, et là, à ce moment-là, j'ai décidé de faire une proposition au journal Le Monde, avec qui j'ai la chance de pouvoir collaborer depuis quelques années, parce que donc, je suis basée à Ouaga, où, pour être honnête, au Burkina, je trouve des trucs beaucoup plus sérieux. Mais là, justement, c'était aussi l'opportunité pour moi de couvrir un sujet culturel. Et j'ai eu la chance que le journal Le Monde m'a donné l'opportunité d'écrire aussi l'article. Parce que normalement, je travaille comme photographe, mais là, ils m'ont laissé écrire l'article. Donc j'aurais proposé de faire, on va dire, une sorte d'enquête en abordant un peu le côté DIA, tout ce qu'il y avait de positif dans le côté mutualisation des outils, grâce à la villa, grâce au studio. Et puis par ailleurs, le fait qu'aussi, j'aime bien comment Derek a un peu formulé ça. Effectivement, Niégué Niégué, ils ne sont pas dans une revendication politique. Tant mieux, je pense que ce n'est pas l'objet. L'objet, c'est la création musicale. Par contre, disons-le, dans l'attitude, dans la façon d'organiser les soirées, je pense qu'ils sont plus avancés, je me permets, que les francophones en Afrique de l'Ouest, par exemple. Je pense à un festival déjà où, tu me dis si je me trompe, mais plus de 80% des festivaliers qui sont là, c'est des Est-Africains. C'est vraiment un public africain. C'est plutôt nous qui étions minoritaires. Ce que je trouvais passionnant, c'est qu'ils ont réussi à créer une scène underground, quelque part, une scène alternative à Kampala, au point qu'il y a des tas de gens, voilà, c'était avant la pandémie ce que je dis là, Oui, bien sûr. Au point que moi quand je suis allée en 2019, j'ai rencontré beaucoup de gens qui venaient de Kigali, qui venaient de Nairobi, et qui m'expliquaient que oui, à Nairobi, à Kigali, il y a des clubs, mais ils se plaignaient que c'était très mainstream les sons. Et du coup, vraiment, les gens, ils viennent à Kampala parce que ils cherchent des sons différents, ils cherchent cette scène alternative. Alors à l'époque aussi, ils avaient un club, le 154, maintenant c'est fermé, mais qui était génial aussi parce que je trouve que la configuration du club reflétait quelque part un peu toute la variété, la diversité du catalogue musical de Niégué Niégué. À l'entrée, il y avait une scène live dehors, à l'intérieur, un bar un peu à la Edward Hopper avec un billard, une lumière un peu basse là, et au fond, le club. On est à Berlin. Donc déjà, le lieu dans lequel il déployait, que j'ai eu la chance de découvrir en revenant du festival, il y avait cette diversité. Et puis au-delà de ça, aussi dans les fêtes qu'ils ont créées, on va dire quelque part des espèces de fêtes safe. Ce que je disais dans mon article, c'était que la communauté queer comme les femmes peuvent se mettre derrière les platines sans crainte. Ils savent qu'ils ne seront pas jugés. Ça change tout. Et ça sent, et aussi la bienveillance entre les artistes, entre les gens qui viennent d'un peu partout. Voilà. Moi j'ai eu la chance quand j'y étais, donc j'y suis allée, le festival c'était septembre, j'y suis retournée en novembre. Quand je suis retournée en novembre, j'ai eu la chance d'être là quand Suzy Analog, qui est une super DJ, productrice d'électro afro-américaine, qui récemment a eu pas mal de revues dans des grands magazines, et ce qui est tout à fait mérité. Donc elle était en résidence à ce moment-là. Il y avait aussi Authentically Plastic qui était actif. Enfin, il est basé à Kampala, mais c'était très chouette de pouvoir traîner avec eux. Et puis après, j'ai décidé d'y retourner en janvier parce que donc pour Le Monde, j'avais pas assez de matière et je me suis dit je vais actualiser quand même janvier 2020. J'ai bien fait puisqu'après il y a eu la pandémie. Donc je suis revenue janvier pendant presque un mois. Et là, quand j'y étais, c'était formidable parce qu'il y avait la collab avec les producteurs indonésiens, avec Cassimin, qui venait de Bali, avec le Nachi Bembe Xylophone Troupe, donc qui est une troupe de musiciens trad ougandais. Et ils avaient un xylophone géant dans le studio. Bon là, vous le voyez, le studio il était vide, mais à l'époque, il faut imaginer que le studio était entièrement occupé par un xylophone géant, sous lequel ils avaient mis des pads
pour mettre en mode MIDI. Donc c'était incroyable, j'ai assisté à ça et j'ai eu la chance de pouvoir assister à la restitution au CITIM de Berlin début février, qui est un peu le dernier événement. On y était ensemble, je me souviens. On était ensemble. Ouais. Donc c'est un événement, c'était incroyable la restitution, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais c'était un moment magique. Bon, c'était au Bergen, donc on n'a pas de traces, parce que pour ceux qui ne savent pas, moi je ne savais pas, mais le Bergen, club mythique de Berlin, on n'a pas le droit de faire d'image ni rien. Mais du coup, c'est pas plus mal, parce qu'on est obligé de vivre en live l'expérience. Et il y avait un truc un peu mystique, parce qu'il faut imaginer une espèce de mix entre les sons des producteurs indonésiens des fois qui sont proches du gabber, qui sont dans des trucs très de techno un peu hardcore, un peu spasmodique, mais mélangés avec des rythmes ougandais, avec le xylophone. Bon bref, j'en parle mal, mais c'était formidable. Donc tout ça pour dire que ce qui m'a intéressé, ce qui m'a donné envie de faire ce sujet, c'était d'une part le festival évidemment, l'énergie que ça déploie, mais aussi la qualité de toutes les prods, quoi. Après, on n'est pas obligé d'aimer toutes les prods, mais je pense que c'est un des rares labels qui présente une telle diversité, une telle richesse, un tel bouillonnement, et en même temps, sans être dans la revendication et sans revendiquer rien, j'ai retrouvé aussi des choses. Bon, moi, il y a 15 ans, quand j'étais à Paris, je fréquentais pas mal les milieux un peu alternatifs, les milieux des squats, qui maintenant n'existent plus, c'est fini. Voilà. Les squats, c'est fini. Moi, j'ai quitté Paris, je me suis installé au Burkina en 2013 parce que je considérais que Paris, c'était un petit peu mort pour la vie alternative. Et j'ai retrouvé aussi cette énergie-là, quoi, ce côté un peu DIA, mais sans être spécialement dans des postures de militants, dont on est revenu. Et du coup, qui sont vraiment dans une logique de mutualisation des outils, de création, et le tout sans prétention. Et je pense que c'est pour ça qu'au bout de 5 ans, ils sont devenus un peu une sorte de petite référence de l'avant-garde électro mondiale, quoi, au-delà de l'Afrique. Moi, justement, c'est un truc que je veux préciser, c'est que les productions qu'ils font, c'est pas destiné que pour un public africain. Le festival, c'est sûr que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un public majoritairement africain, donc il y a un ancrage très local, un ancrage aussi dans l'alternative, mais tout en créant une économie, puisque rappelons quand même qu'il y avait plus de 13 000 festivaliers, je crois, en 2019. Ouais, plus de 12 000. Et en même temps, une grande qualité de production et qui commence à faire son petit chemin à travers le monde, quoi. Donc moi, personnellement, je pense, comme je voudrais terminer sur ça, j'ai eu la chance de faire une longue interview du producteur Afrorack, dont la photo est en grand. Donc Afrorack, c'est un type brillant qui m'expliquait qu'à 13 ans, il a commencé en démontant et remontant des postes télé, des postes radio, ce genre de petit génie. Et il faut savoir qu'Afrorack, comme il l'expliquait, et c'est quelque chose que j'ai dans mon article pour Le Monde, c'est que le nerf de la guerre quand même aussi, quand on fait l'électro, c'est l'économie, parce que ça coûte du fric, d'utiliser des synthétiseurs modulaires, etc., des contrôleurs. Et je pense que ce qui est intéressant avec le label au studio Niégué à Kampala, à la Villa, c'est que déjà il y a ce studio qui permet de mutualiser les outils, ça permet aux gens qui n'ont pas forcément les moyens de se les acheter individuellement, de pouvoir créer quand même. Et puis des personnages comme Afrorack, par exemple, aussi rappellent que il y a une inventivité propre à l'Afrique. Et lui, par exemple, c'est le premier inventeur de synthétiseurs modulaires DIA. Il l'a fabriqué lui-même, au point que des grandes marques comme Roland, maintenant, il lui envoie plein de pièces pour voir qu'est-ce qu'il est capable de faire. Et voilà, Afrorack, par exemple, c'est vraiment un artiste à suivre. Et ce que je trouvais intéressant quand j'ai fait l'interview, c'est qu'il terminait en disant, de toute façon, on est le seul continent au monde à avoir autant de diversité de rythmes, de mélodies. Et selon lui, il pense que ce début de mouvement d'afro-électro, même si le terme est un peu réducteur, mais ce mouvement de production électro bouillonnante là en Afrique de l'Est et ailleurs sur le continent, il dit que c'est que le début et que selon lui, ça va exploser d'ici 5 ans et je suis assez d'accord avec lui. Ok. Et comme tu es photographe, qu'est-ce qui t'a séduit sur un plan visuel? Parce que là, on peut le voir dans les photos qu'on a exposées, il y a un côté très féerique, des couleurs particulières. Qu'est-ce qui t'a séduit, je dirais, avec ton œil de photographe dans cet univers? Alors déjà, le site, il est magique. Faut imaginer, pour ceux qui ont vu Indiana Jones et le Temple Maudit, c'est un peu ça le délire, quoi. C'est-à-dire que vous arrivez, c'est au Nile Resort, c'est un ancien parc botanique qui est à l'abandon, c'est ça? Donc faut imaginer un espèce de dédale de vieilles pierres au milieu d'arbres centenaires, le long des sources du Nil, quoi. Voilà. Alors vaut mieux avoir des bonnes pompes, hein. On se ramène pas en Louboutin là-bas parce que donc c'est un peu hardcore les chemins, etc. Hein. On se pète souvent la gueule. Mais c'est hyper beau et puis il y a un côté justement en Europe où maintenant on peut plus rien faire. Enfin, faut laisser aucun recoin, aucun angle mort
échappe à la Sécu. Bon, là-bas, je vais pas dire que il y avait de la Sécu, hein, le site est bien gardé, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que ils ont gardé l'aspect un peu brut du parc, et du coup, il y a un côté labyrinthe un peu. Et alors, faut savoir que donc il y a 5 scènes, mais les 2 scènes les plus connues et celles dont on voit le plus les photos ici, il y a la Dark Stage, donc il y a une photo avec la DJ Chabella, il y a DJ ivoirienne, c'est celle qui est derrière, juste avant Campiré. Donc la Dark Stage était très compliquée à photographier parce que par principe, la Dark Stage, elle est dark, donc il y a très très peu d'éclairage ou alors des trucs au strombo très hardcore. Et en même temps, autour, il faut imaginer que c'est un espèce de paysage comme des ruines, je vais pas dire des ruines romaines, mais il y a un petit côté ruine romaine par moment, quoi. Et après, il y a la Eternal Disco Stage, donc la photo avec Monsieur, qui elle, donc est une scène, on va dire un petit peu plus tropicale, un peu plus solaire dans l'énergie que la Dark Stage. Voilà, Dark Stage, en gros, c'était plus les sons beaucoup plus expérimentaux, beaucoup plus, un peu hardcore, quoi. Et donc la scène à Eternal Disco Stage, c'est une scène incroyable parce que comme vous voyez, il y a cette espèce d'arbre géant, ces masques géants, c'est magique, quoi. Enfin, moi personnellement, je suis pas la reine des festivalières, mais pour avoir fait, j'ai 39 ans, j'ai quand même un peu bourlingué. Et franchement, c'est le plus beau festival que j'ai fait de ma vie. C'est la plus belle gifle que je me suis prise. Et puis même au niveau des rencontres, de l'état d'esprit. Enfin voilà, moi comme je vous le dis, en Afrique de l'Ouest, ça commence un peu le mouvement électro, mais soyons honnêtes, c'est surtout les expatriés qui surfent sur ce mouvement-là. Ils sont pas forcément dans une logique comme celle de l'équipe de Niégué, comme le discours ils n'ont pas forcément ces précautions, cette prise de conscience-là. Bon après, ça serait trop long de développer aussi, que ça peut être lié aussi à la façon dont la colonisation s'est faite par les Français, mais en tout cas, ce qui est intéressant en Ouganda, c'est que tout ce festival, il brasse une énergie dingue, et au-delà de la magie, du décor, etc., c'est aussi des vrais gens venus de partout, venus de Nairobi, venus de Kigali, venus de tous les pays limitrophes, et qui ont fait le chemin exprès, et qui savent pourquoi ils sont venus là-bas, quoi. Ils savent ce qu'ils sont venus chercher, quoi. Ils sont venus chercher des sons originaux et une bonne énergie. Vu qu'il y a une des photos où on te voit, Diou, j'ai envie de te faire réagir. Est-ce que tu peux me dire, toi, comment tu t'es retrouvé au Niégué Niégué? Donc c'était en 2019, la même édition. Effectivement, oui. Est-ce que vous vous étiez vus d'ailleurs Oui, on s'est croisés, on s'est salués entre 2 mojitos et quelques buées sur les lunettes. Et puis finalement, on s'est laissé emporter par l'atmosphère complètement effervescente de ce festival. Je pense que tu as vraiment résumé. Du coup, il y a cet aspect, il y a cette aspérité, il y a cet aspect un peu végétatif, et on est complètement dans un univers parallèle, hein, une fois qu'on franchit le portique au fait de cette espèce de labyrinthe botanique avec ses ruines, sa végétation qui prend par les tripes, et puis ensuite le son qui est partout au fait. On se retrouve dans un environnement où on est subjugué très rapidement. Il suffit que la nuit tombe et ensuite on est dans cette atmosphère tamisée qui ressort très bien dans les photos de Sophie. Moi je l'ai vécu comme ces photos, ce festival, c'est-à-dire que j'ai des souvenirs qui sont un peu, moi je dirais au fait au même niveau que des rêves. En fait. J'ai du mal à me souvenir de ce festival avec des images très claires. C'est des images un peu ubuesques au fait, de corps qui dansent, qui s'imbriquent les uns dans les autres, de lumière qui se chatouillent au fait mutuellement, et puis de musique au fait qui est incessante. Et donc voilà, cet aspect très effervescent, c'est un peu ça au fait qui m'a marqué dans le Niégué. Maintenant, pour répondre à ta question, comment je m'y suis retrouvé, c'est très anecdotique. Au fait, je fais partie d'un collectif à Paris qui s'appelle le collectif Dawa. Donc, on est un collectif qui, à l'image de beaucoup d'autres collectifs parisiens similaires, cherche un peu à créer des passerelles entre des univers de musique traditionnelle au pluriel africaine et des musiques, des genres électroniques. Donc, tout commence en septembre 2018. Je m'ennuie à la maison, il pleut dehors. J'ai pas grand-chose à faire, donc je fais mon activité principale qui est de chiner de la musique sur YouTube. Et puis, je ne sais pas comment l'algorithme de YouTube fonctionne, mais il me suggère le fameux set de Campiré, au fait, Boiler Room, édition précédente. Et du coup, j'hallucine complètement, comme beaucoup d'entre vous ici, je pense, quand vous l'avez vu. Je me dis, mais on est où? Enfin, je me fais hypnotiser. Et je contacte tout de suite mes coéquipiers, donc Atta qui est dans la salle, et puis Nick London qui était en train de travailler sur sa thèse de sociologie. Et je lui explique, écoutez, il vient de m'arriver un truc fou là, j'ai passé 1h30 devant un set,
et je comprends pas très bien, je sais pas où ça se situe, il faut qu'on fasse une fouille là. Et donc on a fait notre petit travail d'excavation et on a très rapidement compris qu'il y a un festival qui est bien sur cette planète, pourtant on n'aurait pas dit que c'était le cas sur la vidéo, et que quelque part, en fait, de manière un peu transcendante, je sens qu'il y a les valeurs de notre collectif qui se retrouvent un peu représentées dans le public, qui est en train de graviter autour de Campiré. On sent quand même qu'il y a une atmosphère un peu prenante, il y a une effervescence et aussi une adhésion complète à sa musique. On sent qu'il y a de l'amitié. Nous, on a un collectif, au fait, où on s'est basé sur un nucléus d'amis qui sont toujours derrière nous, au fait, jusqu'à aujourd'hui. Et puis je me dis, pourquoi est-ce qu'on tenterait pas le coup, pourquoi on s'exporterait pas, tiens. On est connu un peu dans Paris, on aspire à de l'underground, on aime bien passer des musiques qui sont pas dans un courant mainstream, on aime bien contacter des producteurs un peu avant l'heure pour leur demander qu'est-ce qu'ils ont sous la cagnotte, pour le mettre dans nos soirées et tester un peu la réaction du public. Pourquoi on le ferait pas ailleurs, et pourquoi pas en Ouganda, visiblement, puisque c'est là-bas où ça se situe. Et donc, on se dit, comment on va faire? Et on réfléchit, et puis un verre de mojito plus tard, on se dit, on va lancer une cagnotte. Et donc là, on contacte tous nos amis, et l'affaire est pliée 3 mois plus tard, sauf qu'on n'a toujours pas contacté les organisateurs, et qu'on se rend compte qu'on a loupé le coche. Il y avait une date au fait, butoir pour postuler. Et je me dis, mais là, on est foutu, au fait. On a plein d'argent sur la cagnotte, mais on va quand même pas aller aux Maldives ou à Ibiza. Et là, je contacte du coup DJ Be Brave, au fait, qui est un DJ américain basé au Ghana, qui est le fondateur aussi d'un label, une maison de production qui s'appelle Aquaba Music, et qui était à l'édition précédente, justement, là où il y a eu le set de Campiré qui a fait un peu parler de lui. Et il me dit, je connais Derek, je connais Allen, écoute, c'est simple, je te file leur numéro de téléphone. Je dis, c'est aussi simple que ça. On va tenter un SMS en anglais, donc je prends Google Translate, et puis c'est parti. Et je pense qu'une semaine plus tard, Derek nous répond, écoutez, pas de souci, envoyez-nous une mixtape. Et là, je regarde Ata, je dis, écoute, on est dans la merde, on n'a jamais fait de mixtape, non? Et du coup, on se retrouve à faire une mixtape, on crée rapidement un SoundCloud pour se donner l'impression d'une notoriété. Et puis c'est comme ça qu'au fait, on envoie un premier bout de son à Derek et à Allen. Et en fait, tout en respectant quand même nos valeurs, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on n'était pas sur un truc de musique traditionnelle, pure et dure, ni non plus quelque chose de trop mainstream qu'on trouverait en tournant un peu la radio. Et donc ça accroche, ils nous disent, écoutez, pas de souci, venez. Sauf qu'on avait raté le coche, on était après l'heure, du coup on leur a dit, écoutez, on a fait une cagnotte, vous rassurez, on va arriver, on se débrouillera, et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé sur la terre de la grue couronnée, le symbole de l'Ouganda. Donc on a profité justement, comme la cagnotte avait un peu dépassé ses limites, on s'est fait un petit séjour avant l'heure, et puis c'est ensuite qu'on s'est retrouvé à Jinja, et dans cette atmosphère complètement ubuesque. Tout à l'heure on a parlé, au fait, je ne vais pas reprendre les mots de Sophie, mais effectivement on est dans ce décor qui est qui est féerique et labyrinthique, mais moi ce qui m'a marqué, c'est qu'on est aussi dans un festival à taille humaine, c'est-à-dire que il y a 13 000 personnes qui y participent, mais on le ressent pas tout le temps. Moi je l'ai personnellement pas ressenti, parce qu'il y a différentes scènes, au fait, il y a des ambiances scéniques aussi entre les scènes, puisque quand on se balade entre les scènes, on tombe sur une personne qui a décidé de prendre un instrument entre deux arbres. Mais comme, au fait, les sets sont jamais surremplis, moi j'avais l'impression de cheminer, au fait. Voilà, c'est vraiment ça, c'est un son où je chemine de scène en scène. On va sur des scènes, tu as décrit tout à l'heure le Dark Stage, donc le Dark Stage c'est plus moi je pense que c'est un endroit où on a plus des musiques expérimentales, peut-être à consonance déviante. Et puis ensuite, il y a l'Eternal Disco, où des personnes vont être un peu plus... moi, je prends notre exemple, on était plus dans de l'hybridation, on voulait faire connaître un peu ce que nous, on joue de notre côté, mais en même temps, on voulait s'essayer à de nouveaux genres. Donc, moi, je trouve qu'au fait, on se balade, on change d'ambiance très facilement, et puis très rapidement, on a ce côté YOLO qui nous prend en trip. On se dit, au fait, on va arrêter de dormir, parce que dès qu'on dort, on loupe quelque chose, quoi. Et au fait, je pense que pendant 4-5 jours, on a oublié de dormir, tout simplement. C'est ça le lieu commun, c'est un peu ça la partie transcendante de notre séjour à Jinja. Voilà. Et le fait de jouer là-bas, c'était comment? Alors, ça a été tout un truc. On a ce côté un peu prévention dans notre collectif. On aime bien être là un peu à l'avance pour faire les branchements nous-mêmes, etc. Et je crois que ça nous a beaucoup sauvés ce jour-là, parce qu'au fait, je pense que le message n'avait pas été totalement communiqué, comme quoi on devait jouer sur ce stage. Et on s'est retrouvés à nous-mêmes faire nos branchements. Et au fait, tant mieux, parce que tout à l'heure, on a parlé des valeurs du festival. Il y a une charge culturelle, une charge sociale, pas politique, mais peut-être que le politique vient par derrière, mine de rien. Et puis derrière ça, il y a aussi un côté principe de base qui est la spontanéité. On a parlé tout à l'heure de la jovialité du public et aussi
tout simplement de cette atmosphère d'entraide. Ça c'est à ce moment-là, au fait, que ça s'est cristallisé pour nous. C'est-à-dire que très rapidement, il y a des personnes inconnues qui nous ont aidés. On a installé une caméra dans un arbre parce qu'on avait envie que ce set soit visualisé par notre public qui avait participé à la cagnotte. Hein. Oui. C'était un peu une promesse qu'on leur avait fait d'ailleurs. On leur a promis 2 choses, une vidéo du set et des t-shirts. Bon, ça c'est une autre anecdote, je reviendrai dessus après. Oui, j'espère. Mais du coup, effectivement, en fait, on s'est retrouvés en prime time, alors que c'était pas attendu. On a fait le set introductif sur le set où moi j'avais eu, entre guillemets, cette vision en voyant Campiré. Donc, quelque part, il y a ce rêve qui se matérialise à ce moment-là. Et puis derrière, il faut assurer, quoi. Là, on n'a pas droit à l'erreur parce qu'on ne sait pas le degré d'exigence. Est-ce que les gens devant nous sont des aficionados? Est-ce qu'ils veulent un truc avec des transitions monstres dont ils vont se rappeler? Il y a des journalistes autour de nous, il y a des photographes. Qu'est-ce qu'ils vont écrire? Donc, en fait, on n'a pas le droit de se louper. Donc, grosse pression. Et puis, très rapidement, la pression, elle s'est dissipée complètement dans notre élément. Adhésion complète, des personnes devant nous. Je me rappelle qu'à un moment donné, pendant que je mixe, je vois les personnes écarquiller un peu les yeux et regarder derrière moi, je comprends pas très bien, je me retourne et je vois des fumigènes. Donc il y a quelqu'un dans le public qui a décidé de mettre des fumigènes de différentes couleurs. Donc moment absolument magique, je me retourne, il y a la source du Nil, au fait, on est aux abords du Nil, du lac Victoria, sous un arbre centenaire, il y a le masque du Nigué qui représente, qui est l'effigie du coup de ce festival. Devant moi, un public qui est complètement en adhésion, multiculturel, une certaine diversité que je connais pas notamment. C'est une diversité qui est plutôt est-africaine. Je suis pas accoutumé à ça dans mes soirées, mais pourtant je sens une espèce d'humanité qui nous connecte, quoi. Et en fait, moi j'étais complètement, je pense avoir été traversé par une forme de transe à ce moment-là. Et je sais pas ce que Atta en dira, mais ça doit être assez similaire, quoi. Est-ce que Atta, tu veux dire un petit mot de ton expérience? Ça te dirait? Rejoins-nous, n'hésite pas. Comment t'as vécu ça, toi? Comment j'ai vécu ça? C'était intense. Non, mais je pense que Villane en a très bien parlé, en fait. En plus, j'ai rien préparé, alors du coup, j'ai un peu stressé. T'inquiète pas, c'est pas un contrôle. C'est ça. Non, mais c'était... comment dire? En fait, tout était... Bon, après, déjà, il y a la partie du voyage, quand on part quelque part et qu'on est dans un endroit qu'on n'a pas encore connu. Il y a une forme de... Comment dire? On est traversé un peu par les choses, par les éléments, par ce qu'on vit et tout. Donc, il y avait déjà ce truc-là, qui était préexistant. Et puis après... comme il disait, c'est un tout, c'est un cadre, c'est jouer une musique qui nous parle à nous depuis je sais pas combien de temps et qu'on n'a pas forcément trouvé un public. Enfin, comme il disait, on a un public, on a vraiment un noyau d'amis et de gens qui aiment cette musique-là, qui nous suivent depuis longtemps. Et là, on a trouvé des parfaits inconnus qui aimaient cette musique et qui étaient aussi enjaillés avec nous. Et donc, du coup, ça a créé aussi une forme de... comment dire? Ouais, de cohésion, de reconnaissance. Il y a un espèce de tout comme ça qui se passe. Et voilà, et jouer là-bas, ça a été une expérience pour moi. J'avoue que quelques temps avant, pour juste petite anecdote personnelle, on va dire, j'étais un peu dans un doute par rapport à ma carrière de musicienne et tout ça. Et le fait d'aller là-bas, grâce à Dijo, m'a reconnecté en fait avec toutes ces énergies-là. Et ça m'a redonné du sens en fait dans ma recherche, dans mes réflexions par rapport à la musique. Donc c'était hyper important que je le fasse et je suis vraiment très 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 contente de l'avoir fait. Et voilà. C'est très beau et très émouvant la façon dont vous en parlez tous les deux. Est-ce qu'il y a eu une claque un peu comme pour le set de Campiré en Boiler Room? Est-ce que s'il y avait un petit moment à garder, à nous partager en tant que spectateur, ça serait quoi la claque que vous avez pris? Ouais, Campiré, c'est sûr. Parce que c'était, déjà le monde qu'il y avait sur le set, on ne pouvait plus bouger, quoi. On était tous collés les uns. Enfin, moi, carrément, je me suis fait voler mon téléphone, du coup. Mais vraiment, il était là, quoi. Je ne l'ai même pas vu partir. Bref, c'était un truc fou. Mais on était tous vraiment très, très collés les uns aux autres. Donc, il y avait une énergie très spéciale. Et son set, en fait, il est tellement... On a l'impression que c'est une continuité, en fait, d'une heure et demie. Enfin, je ne sais plus combien de temps elle a joué, mais c'était à peu près ça.
Donc on rentre dans une forme de transe, hein, vraiment, c'est ça, c'est vraiment le mot. Et donc voilà, on est emporté par ce truc, par la danse, par la chaleur, enfin il y a un truc, c'est complètement ouf. Donc ça, grosse claque. Après, il y avait aussi cette artiste sud-africaine qui moi m'a beaucoup touchée, qui s'appelle Yugen Blackrock. Ouais, voilà, exactement. Qui habite à Marseille maintenant, je crois. Ouais. Et qui moi les paroles, le personnage, elle était sur la Dark Stage justement. Ça m'a complètement subjuguée. J'ai trouvé voilà, son message très puissant. Qui d'autre? Et Authentic Plastic aussi. Et ça, c'était complètement ouf. C'était complètement ouf. Après, c'est musicalement, c'est visuellement. Voilà, c'est un ensemble de choses, mais c'était voilà, grosse gifle niveau musical et visuel. Ok. Voilà. Il y avait un artiste qui m'a fait halluciner, je crois que j'ai pris une coloration dans les cheveux en mode Super Saiyan à ce moment-là. C'est DJ Diaki. Au fait, on était à un moment où on était dans une exhaustion complète. On venait de faire 4 jours de festival, mes pieds marchaient tout seuls en pilotage automatique. Et je pense que c'est à ce moment-là où j'ai un brin de neurone qui s'est reconnecté et qui m'a dit faut qu'on aille dormir. Et au fait, je sais pas pourquoi, faut vraiment s'imaginer la flûte enchantée. Il y a une petite musique de fond comme ça, qui un peu stridente, qui est passée entre les arbres, qui nous a emmenés du coup vers le Dark Stage. On sait pas quelle espèce de fuel on a récupéré comme ça. Faut penser que l'adrénaline, ça existe vraiment à ces moments-là. Et on se retrouve sur le Dark Stage. Les Dark Stage, il faut s'imaginer que c'est un peu en hauteur. C'est comme une colline. Moi, je le visualise vraiment comme une colline au milieu du festival. On se retrouve vraiment cerné par des ruines, hein, c'est ça, c'est des murs vétustes qui ont fait l'épreuve du temps. La végétation a repris ses droits. On est vraiment plongé dans le noir et il y a du stroboscope. Et donc on arrive, il y a Chabella qui venait de finir son set. Et là, il y a quelque chose qui me rappelle le coupé-décalé qui démarre. Le coupé-décalé, moi ça me parle beaucoup, j'ai grandi au Burkina Faso, c'est une musique qui est née en temps de guerre, au moment où nous on avait une crise assez importante, et du coup c'est une musique qui nous a fait grandir, en fait, on a fait nos armes avec, et du coup je me dis mais c'est bizarre, c'est une forme de coupé-décalé mais avec un BPM accéléré. Pourquoi c'est comme ça? Il y a peut-être un bug, le DJ n'a pas bien plugué, et puis je sens que le BPM augmente au fait, et je me dis mais c'est très étrange, et le temps que je me pose toutes ces questions, mes pieds se remettent à bouger. Et puis très rapidement, mes pieds se font rejoindre par mes mains, ma tête aussi à un moment donné, je pense que j'ai hoché sans m'arrêter, et je vois qu'autour de moi c'est pareil. Et donc au fait, DJ Diaki, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un DJ qui est basé au Mali, il joue ce qu'on appelle du balani, hein, et qui est un peu une espèce de décoction mystique qui mélange, on aime bien dire musique électronique, mais voilà, c'est du coupé-décalé, du BPM rallongé, il intègre beaucoup de plugs, il y a beaucoup de samples au fait, d'artistes très divers et variés. On retrouve du Arafat dedans, comme on peut retrouver du Marvin Gaye, mais c'est ultra rapide. Et au fait, c'est complètement entraînant. Et au fait, je pense que Atta, à ce moment-là, elle est partie prendre un verre d'eau, quelque chose comme ça. Quand elle m'a quitté, je pense que je devais encore avoir l'air de moi-même. Et quand elle est revenue, elle a dû voir une espèce de toupie virevoltante qui répondait plus de son propre nom, quoi. Voilà. Donc DJ Diaki, renseignez-vous sur lui. Ça, c'était ma claque. Ok, merci beaucoup de nous avoir partagé ces souvenirs. Po, toi, comment tu t'es retrouvé pour la première fois en Ouganda, au Nyéguényégué? Alors, moi, je suis allée en Ouganda pour rendre visite à un ami, en fait, tout simplement. Et j'ai rencontré là-bas Ray Sapiens, qui est un membre pilier du Nyégué, de Hakuna Kulala, etc. Et en fait, on a fait une soirée où il a passé de la musique et on a chanté dessus et on a fait, je crois qu'on a fait 5 morceaux en une nuit. On a juste du début de la nuit jusqu'au petit matin, on était là, vas-y une autre, et puis voilà, on a fait de la musique et ça a vraiment collé directement, quoi. Et donc du coup le lendemain, lui, il retournait à Kampala. Et puis il m'a dit, au fait, je joue à un festival en septembre, parce que c'était avant. Est-ce que tu veux revenir et puis on joue, quoi. J'étais là, oui, ok. Donc j'avais jamais entendu parler de Nyégué. Mon ami m'avait dit, ouais, il y a un festival, c'est cool, mais je savais pas à quoi m'attendre, en fait. Je savais pas ce qui allait m'arriver. Et du coup, je suis revenue en septembre. On était programmé pour fermer la scène principale, donc le dimanche. Et
genre, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que c'est? En fait, genre, tu marches à travers le festival, t'es là, oh, ça c'est génial, et puis ça c'est génial, mais ça c'est génial, et genre, et c'est ça, c'est vraiment, en fait, tu vois des trucs auxquels tu t'attendais pas, t'entends des sons auxquels tu t'attendais pas, et t'es juste là, en fait, l'éventail des possibilités s'ouvre. Et là, t'es là, ok, ça c'est un univers, c'est quelque chose dont j'ai envie de faire partie. Et du coup, voilà, j'ai fait mon premier Niégué, c'était absolument incroyable. Je suis rentrée en France, j'étais là, mais enfin, ça m'a pris un peu de temps pour m'en remettre en fait. Voilà. Et ouais. Et du coup, voilà, c'est ça. Et puis après, je suis revenue en Ouganda pour continuer à travailler avec Ray. Et j'ai vécu à la villa pendant pas mal de temps, pendant plusieurs mois d'affilée. Et là, j'ai fait des collabs avec un petit peu les autres artistes qui sont à la villa, parce que bon, ça bouge beaucoup en fait. Et la villa, en fait, c'est vraiment comme un chaudron où tu jettes des trucs et ça sort. Et puis il y a des choses incroyables qui en sortent, quoi. Et donc du coup, ouais, ça marche un petit peu comme ça. T'as des gens qui sont là en résidence, des gens qui sont là en fait de manière un petit peu plus permanente. Et puis, bah voilà, t'as des jours où il se passe rien. Et puis t'as des jours où je suis là, ah mais j'ai écrit un nouveau morceau, est-ce que tu veux poser dessus et tout. Et ça se fait. Et puis finalement, on en fait 3-4. Et puis c'est un projet où c'en est pas. Et c'est juste pour le fun de créer, quoi. Et ouais, voilà, et puis depuis, j'arrête pas de faire des allers-retours. Et puis j'ai un album qui sort en février 2022, donc format digital et cassette, 10 chansons. Je suis trop contente. Est-ce que ça dit qu'on écoute un extrait? Parce que tu ouais. m'as envoyé un extrait. Alors attends, je sors de la vidéo. Peut-être, est-ce que tu peux nous présenter le morceau avant que, déjà le temps que je le trouve? Alors, est-ce que c'est Feu Grégeois? Ça, c'est un morceau avec Ray Sapiens. Alors c'est Kundo. C'est Kundo, c'est ça. En fait, donc au niveau de ma musique, c'est vraiment expérimental en fait. En fait, je suis arrivée là-bas et j'ai trouvé des gens et j'étais là genre ok, je peux faire des trucs super bizarres avec ma voix et ça leur plaît. C'est cool, je vais essayer des trucs. Et donc je joue un petit peu avec des harmonies, des polyphonies, mais aussi je vais avoir des morceaux beaucoup plus ambiants. Beaucoup plus... ma sœur décrit ça comme une musique de film d'horreur. Je sais pas si c'est un compliment. Et des choses comme ça. Et puis après des trucs un petit peu plus hard, quoi, et vraiment qui partent un petit peu dans tous les sens, quoi. Et là, celui-là, c'est plus comme une polyphonie. Voilà, c'est ça. Ok, bon, on va écouter un extrait. Désolé, hein. Aïe. Je crois du même VLC, ouais. Parce qu'on vient de me souffler à l'oreillette qu'on était un petit peu en retard. Okay. Est-ce que tu peux me dire aussi comment t'en es venu, enfin comment ça t'a permis de venir peut-être au DJing
cette expérience à la villa. Ouais. Parce que moi, il me semble qu'aux Arts Ludiques, c'était peut-être un de tes premiers. C'était mon premier set. Mais, en fait, quand j'ai appris que c'était ton premier, juste il était incroyable. Donc, quand on m'a dit que c'était le premier, j'étais là, ok, bon. Oui, parce que, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc il y a des ateliers qui sont organisés à la villa. Donc Ray Sapiens, il enseigne comment utiliser Ableton, etc. Et on avait donc Lévi. Donc Kwasa, de son nom de DJ, qui avait fait des classes voilà, de DJing, quoi. Donc moi je les avais prises, c'est cool, voilà quoi. Et on avait un concert à faire en France avec Ray, sauf qu'il y a eu un souci de visa. Et jusqu'à je sais pas, 3 jours avant, on savait pas s'il allait pouvoir venir. Donc du coup, il fallait faire quelque chose, quoi. Donc j'ai proposé à, je sais plus si c'était à Derek ou Arlène, je leur ai dit ouais non mais sinon je peux faire un DJ set. Et sur le coup ils m'ont dit non t'inquiète c'est bon on a des gens. Et puis un jour après il me rappelle, il fait tu veux le faire le DJ set et tout. J'étais là ok. Donc ils m'ont donné des platines, ils m'ont envoyé en France et pendant je sais pas 3 jours j'étais là sur les platines. Ok il faut que je fasse ci ça. Je regardais des vidéos YouTube, j'étais là et puis finalement Ray a eu son visa, ce qui est la bonne nouvelle, mais j'ai quand même fait mon DJ set et ça s'est bien passé et du coup j'ai fait un tour d'Europe et donc c'était super cool. Voilà, c'était ça la petite histoire. Mais donc du coup ouais il y a pas mal d'ateliers qui sont organisés à la villa, des formations, des choses qui sont mises en place en fait justement pour et qui sont ouvertes vraiment à tout le monde quoi, tout le monde qui s'y intéresse, tout le monde qui a envie de participer et ce qui est une chose très très cool, voilà. Et du coup justement Lola, en fait ce qui est intéressant toi de ton côté, c'est que là on voit qu'il y a beaucoup de gens qui viennent au Nigué, chacun vient chercher quelque chose, j'ai l'impression, repart avec quelque chose. Toi, en fait, j'ai l'impression que ton rôle, c'est un peu de propager peut-être les talents, la créativité qui se fait dans la villa ou au festival, de le propager un peu en dehors justement de l'Ouganda. Quand est-ce que ça a commencé cette activité de booking, c'est-à-dire de programmer des gens, trouver des concerts, peut-être changer de... Quand ça a commencé, et peut-être toi, comment t'es arrivé aussi là-bas? Un peu, enfin pas comme tout le monde, mais un peu plus comme Pau, complètement par hasard, en 2019, la dernière édition. Ok. Je connaissais pas du tout. Je travaillais déjà dans la musique. J'ai travaillé avec Balogi pendant plusieurs années et j'étais un peu trop dans mon travail. Et même si la musique à la base était ce qui a nourri tout ça, j'écoutais plus rien. Je faisais que bosser et tout, et puis j'ai arrêté de travailler pour Balogi et des amis m'ont dit viens, Nigué, festival en Ouganda. Je voulais pas trop y aller parce que la tournée, l'Afrique à ce moment-là, moi je voulais aller toute seule dans le Tarn en vacances. Puis bon, je me suis dit allez ok, je vais à ce truc, allez on va voir. Et puis en fait, ça a un peu aussi changé ma vie quoi. Grosse claque musicalement. Comme je ne vais pas redire ce que les autres ont dit. Et il se fait que c'était un bon concours de circonstances. On s'est rencontrés au bon moment, en fait, parce que moi, je savais pas trop. J'avais des idées, mais je savais pas trop ce que j'allais faire. Et ça avait déjà commencé avant que j'arrive, le booking, l'intérêt de Nigué en Europe et ailleurs dans le monde, la demande a augmenté, les yeux du monde ont commencé à se tourner sur ce festival, le label, la musique, les artistes, et il y a eu de plus en plus de demandes, il y a commencé à avoir il y a plusieurs artistes qui ont tourné, et donc des agents aussi qui ont commencé à proposer des dates et tout ça, mais ils se sont vite, eux, rendus compte que il y a une idée de travailler au long terme, de développer, d'essayer de construire des choses, et il y a une logique commerciale en Europe et ailleurs qui fait que les gens s'intéressaient, ils avaient envie de faire tourner 2-3 fois, montrer, et puis suivant, et il y avait une envie de pouvoir construire, de pouvoir contrôler, de pouvoir réfléchir qui, quoi, où, d'être un peu plus, de faire ça avec, Et donc on s'est rencontrés à ce moment-là. J'ai appris 1 heure avant de rentrer en Belgique, un copain à moi, Olivier, qui est
la connexion. Moi, j'ai fait mon festival avec mes copines, je connaissais pas Derek, Arlène, personne. J'ai fait plein de rencontres, mais voilà. On s'est vaguement rencontrés, et c'est vraiment, j'allais repartir, et Olivier me dit, mais tu rentres, mais Balogie, t'as arrêté, qu'est-ce que tu vas faire? Et pourquoi faut que tu discutes avec eux, là c'est la folie, il y a du taf, il y a des choses à faire, donc pourquoi? Je lui dis, mais tu me dis ça maintenant, ça fait 2 semaines que je suis ici, qu'on fait n'importe quoi, et maintenant. Donc il me dit, viens, on y va. Bah non, pas tout de suite, il faut que je rentre à Bruxelles, mais voilà, 2 jours après, WhatsApp, et puis on a discuté, et puis voilà, il n'y avait pas trop de sous, j'ai trouvé des sous, et puis donc on est parti au début pour, voilà, démarrer un truc, et puis en fait, vu comment ça a pris, et vu comment on s'est trouvé aussi, bah voilà, là ça fait 1 an et demi. C'était hyper déjà prometteur sur les 6 premiers mois. Enfin, c'était déjà la folie. Et voilà, moi, le corona a frappé au début de la tournée. Il y en a 2-3 qui sont partis, et puis il y en a qui ont été coincés en Europe. Et bon voilà, ça a tout été annulé, donc ça a été un peu voilà. Et puis en fait, moi, je me suis dit que je pense que ça nous a permis, ou ça m'a permis de prendre un peu mon temps et de construire un peu ça mieux, parce que on se rapprochait d'une tournée. Enfin voilà, il y a beaucoup de monde sur le catalogue Niégué Niégué, il y a beaucoup de potentiel, il y a plein de choses différentes. Enfin, il y a vraiment beaucoup de travail. On est une petite équipe et on a envie de développer. Et je pense que là, c'est parti pour se développer. Mais voilà, là, je me suis un peu perdue. Mais oui, non, on a été stoppé dans l'élan, ouais. Et puis là. Là, on arrive, quoi. Là, on revient, là, on est prêt. Ouais, tous les noms qu'on a cités. Diaki vient en France en septembre. Je dis pas encore où, mais non, ça va. Donc, il va falloir guetter. Ouais. Il va falloir guetter les dates parce que ça va arriver. Et de partout, oui. Ok, voilà. Ben, merci beaucoup. De rien. Bon, je pense qu'on arrive au moment où voilà, faut qu'on rende le micro. En tout cas, merci beaucoup à tous les 4 d'avoir partagé, tous les 5, parce que c'est éclipsé tous les 5. D'avoir partagé votre expérience, votre rôle dans cette aventure. C'était vraiment très intéressant. Et maintenant, on laisse la place à Pau pour un set. J'ai combien de temps? Est-ce qu'on doit arrêter à 9h? Non. Voilà, merci à tous pour votre attention. Merci à toi.